Bonjour. Bon, pour la première fois, on va communiquer par des moyens de communication assez avancés. Il y a un calme plat dans la classe, ce qui est un peu étrange. Je n'en ai pas l'habitude. Mais sa présence, sans rien vous cacher, un certain avantage. D'accord. Dans cette deuxième partie, dans la deuxième partie du programme de la deuxième année, on va aborder, on l'a déjà fait, le théâtre. À titre de rappel, le théâtre est un genre littéraire. Il est en même temps un art. Donc il comporte deux facettes. C'est un genre littéraire au même titre que la nouvelle, au même titre que le roman, au même titre que la poésie, au même titre qu'une fable, au même titre qu'un conte, et ainsi de suite. Chaque genre a ses propres particularités, caractéristiques, spécificités. D'accord. Quelques indices qui nous permettent de reconnaître tel ou tel genre. Donc, l'art est un genre littéraire en même temps. Le théâtre, pardon, est un genre littéraire en même temps, c'est un art. Il a une particularité importante dans la mesure où il permet à la personne de mobiliser ses connaissances au niveau du troisième savoir, à savoir le savoir-être. Le théâtre, bien entendu, est un art qui est destiné à être joué. Il n'est pas destiné à être lu, essentiellement. Le dramaturge, l'auteur d'une pièce de théâtre, lorsqu'il écrit sa pièce, il a l'intention de la présenter à un metteur en scène, à un producteur, pour la faire jouer sur scène, devant un public. Par contre, le roman n'a pas cette particularité-là. La nouvelle, le conte, la fable et autres n'ont pas cette spécificité. Le théâtre en a. Donc il se différencie des autres genres littéraires. Du moment qu'il est destiné à être joué, nous, vous, chaque élève ici dans la classe est appelé à jouer un rôle, à représenter un personnage, se mettre dans la peau d'un personnage, l'incarner. On dit incarner. C'est clair? Donc, vous serez appelé, invité à jouer devant vos camarades un rôle. Et c'est très important parce que ça va améliorer vos qualités communicationnelles d'une part et d'autre part, ça va vous permettre d'affronter le public. C'est clair. De faire face à cette émotion étrange qui s'empare de la personne lorsqu'elle est en face d'un groupe. Le théâtre permet, c'est une sorte de thérapie, permet de chasser cette peur, cette angoisse, ou tout simplement cette gêne. On a vu déjà la structure d'une pièce de théâtre. Elle a également un schéma qui lui est propre. Elle n'est pas loin du schéma narratif qu'on rencontre dans la nouvelle et qu'on peut rencontrer également dans le roman. Ils ont des points communs. Il y a un début, il y a une fin. Entre les deux, il y a un développement du récit. D'accord. Donc là, pour le théâtre, on ne parle pas de situation initiale, ni de situation stable, on parle plutôt de scène d'exposition. Donc, on va y procéder, y aller par étapes.
La première étape, c'est la scène d'exposition qui, en principe, généralement, correspond à la première scène de la pièce. Ça peut être également la deuxième scène. C'est clair? Et là, c'est caractéristique. Vous allez lire le début d'une pièce de théâtre et vous allez vous dire: je suis en présence de la scène d'exposition. Et il a une fonction également à remplir, qui est sa visée. Est-ce qu'il vise cette scène d'exposition? Comme je l'ai expliqué la dernière fois, il nous permet de reconnaître les personnages, les liens entre les différents personnages. Celui-là, c'est le père de cette personne. Cette personne est mariée avec la fille de X. La femme qui se trouve au fond de la scène est une servante, et ainsi de suite. Vous vous faites déjà une idée sur le rôle de chaque personnage. D'une part, vous arrivez à relever le lieu et le temps d'après le décor, d'après l'échange de paroles entre les personnages. Par exemple, dire à notre personne: ce soir je vais partir au cinéma. Donc on sait très bien que la scène se joue le soir. Et d'après le décor, l'éclairage. Donc on avait également les métiers qui tournent autour du théâtre. Donc d'après un certain nombre d'indices qu'on ne trouve pas dans le roman ou la nouvelle, on peut dire qu'on est en présence d'une pièce de théâtre. D'accord. On peut également, dans cette scène d'exposition, se faire une idée sur l'intrigue, l'histoire, de quoi s'agit-il. Donc, cette scène d'exposition, elle a une fonction informative. Il nous fournit un certain nombre d'informations. D'accord. Mais il n'a pas uniquement, même si on ne le dit pas, uniquement une fonction informative. Sinon, les spectateurs vont s'ennuyer, vont être embarrassés. Donc, au-delà de la fonction informative, il y a quelques scènes qui sont introduites dans la scène d'exposition pour égayer, pour distraire, pour amuser les spectateurs. D'ailleurs, s'ils sont venus au théâtre, c'est pour s'amuser, se distraire. D'accord. Donc, notre objectif comporte en principe deux sous-objectifs. Relever les caractéristiques et en même temps dégager la fonction de la scène d'exposition. La scène d'exposition, c'est la première scène. D'accord. Le texte d'observation qui va nous servir de support, ce texte est très important dans la mesure où il a une dimension sociale très proche de la réalité. Elle est très vraisemblable. Pas mal de parents, malheureusement de nos jours surtout, souffrent le martyre avec leurs enfants. Ils ont du mal, au fil du temps, de satisfaire leurs besoins, voire leurs caprices. Donc, on va voir à travers ce texte ce phénomène social. L'explication en grand A des mots vocabulaires pour bien comprendre les répliques contenues dans la scène d'exposition. Être dans l'embarras ou être embarrassé. Des parents dans l'embarras. Que veut dire? Tout simplement, ils sont dans l'incertitude. Les Français disent, ils ne savent pas à quel sein se vouer. Ils ne savent pas quoi faire. Ils sont dans l'embarras.
devant les exigences et les demandes impertinentes de leurs enfants. Ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas comment ils vont satisfaire ces besoins. Ils sont dans l'embarras. On peut être également embarrassé et pour l'embarras lorsqu'on emprunte des sommes d'argent qu'on n'arrive pas à rembourser. On est dans l'embarras lorsqu'on n'arrive pas à trancher un problème. Un litige entre deux amis intimes, tu ne sais pas à qui donner raison et à qui tu vas lui dire en face tu es dans le tort. Donc, tu es embarrassé. Faillir. Avoir failli plus infinitif. J'ai failli tomber. Le verbe faillir n'est pas un verbe impersonnel. Il se conjugue à toutes les personnes. Je, tu, il. Mais on utilise rarement à la première, deuxième et première personne du pluriel, et ainsi de suite. Mais ça existe. Je faut. Tu faut. Il faut. Le faillant, vous faillez. Il faille. Mais c'est utilisable. Sous cette forme, on le rencontre fréquemment. Avoir été sur le point de faire ou de subir quelque chose. J'étais sur le point de sauter. J'ai failli quitter la maison sans éteindre la lumière. J'ai failli. J'ai failli plus infini. Éteindre, quitter. C'est clair. D'accord. J'ai failli quitter mon domicile sans fermer la porte d'entrée. On l'utilise fréquemment, alors j'ai préféré le porter au tableau. La deuxième partie du moment qu'on est dans une activité de lecture, c'est une partie à développer. Pour la première fois, vous allez entendre parler de ce qu'on appelle une hypothèse de lecture. Là, je ne vais pas vous communiquer dans l'immédiat la réponse. Je vais vous laisser réfléchir et rédiger un tout petit texte. Mais je vais vous expliquer parce que c'est pour la première fois. C'est quoi une hypothèse de lecture? Une hypothèse. Une hypothèse, c'est une possibilité. Ce n'est pas une certitude. Quand tu avances une hypothèse, vous n'êtes pas dans la certitude. Vous êtes dans le doute. Ça peut être faux, ça peut être vrai. Donc, tu ne peux pas trancher. Tu ne peux pas être catégorique. Tu ne peux pas prendre une décision définitive sur un sujet. Une hypothèse, la mienne peut différer de la tienne. Parce que ce n'est qu'une hypothèse. Donc, quand on avance une hypothèse, on ne cherche pas à infirmer ou à confirmer quelque chose. Et il n'y a rien de véridique. On avance pour chercher une solution. On avance des hypothèses pour chercher une solution, pour voir mieux. C'est tout. Donc, une hypothèse de lecture du titre des parents dans l'embarras. Dans votre livre, page 110, vous allez voir, voilà la page 110, il y a ce tableau. Donc, vous allez essayer de le remplir. C'est quoi des parents? Élément du titre, des parents, analyser, analyse. C'est quoi des parents? Pour toi, c'est quoi des parents? Ces deux êtres à qui vous devez le respect, qui étaient à l'origine de votre mise au monde, qui sont-ils? Il fallait penser. Des parents
est-ce que le modèle de ce monsieur-là, de ces parents-là, qui se tirent les cheveux uniquement pour satisfaire les caprices de leur enfant, est-ce que ce sont des parents modèles? Donnez-nous votre version du sujet. Qu'est-ce qu'on entend par parents? Donc tu vas définir. Les parents, ils doivent avoir tel ou tel profil. Votre camarade, il va avancer également une autre hypothèse. Il va dire non, les parents, ce sont des gens qui doivent ceci, cela, et ainsi de suite. Je ne peux pas tout vous dire, c'est à vous de réfléchir. Des choses simples qui relèvent du quotidien. Donc, essayez de rédiger quelques mots. C'est quoi des parents? Quand on parle des parents, c'est la mère et le père. C'est clair. Peut-être leurs responsabilités ne sont pas les mêmes, mais les deux sont dans le même panier. Elles répondent de la responsabilité de leur enfant. Et c'est quoi être dans l'embarras? Pourquoi être dans l'embarras? Est-ce qu'on cherche, nous, par notre comportement, à être dans l'embarras? Essayez de définir également ce que veut dire être dans l'embarras. Ce sont donc des hypothèses de lecture que vous allez avancer. Je vous laisse le temps de le faire. Je ne vais pas vous livrer de réponses dans l'immédiat. Sinon, l'apprentissage n'aura aucune utilité. Prenez vos crayons et essayez d'imaginer ce que la représentation que vous faites des parents. Comment vous les imaginez? Si vous, un jour, vous deviendrez un parent, comment voulez-vous être quand ton père ou quand quelqu'un d'autre? Donc, ne cherchez pas par là à critiquer vos parents. Ça, c'est un sujet d'ordre général. Qu'est-ce qu'on entend par parent? On va essayer de dégager une définition objective, entre guillemets, du terme parent. Donc, je vous laisse faire. Je vais vous livrer. C'est plus ou moins mon point de vue parce que ce n'est qu'une hypothèse. On ne va pas chercher à la confirmer ou à l'infirmer. Et je ferai de même, je ne vais pas chercher à vous dire non, c'est pas ça les parents. Donc, nous devons absolument respecter le point de vue de l'autre. Ce n'est qu'une hypothèse de lecture, mais prenez chaque élément à part, comme il est prévu dans le texte. Qu'est-ce qu'on entend par parent? C'est quoi être dans l'embarras? Et ainsi de suite. Donc, on se reverra, Inch'Allah, demain pour la suite.